le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. À l'occasion de l'exposition Avant les Nymphéas, Monet découvre Giverny, 1883-1890, le podcast de Giverny vous propose une rencontre inédite avec le maître de l'impressionnisme. Au fil d'échanges et de débats, à travers des lectures d'archives, remontons le temps et suivons Claude Monet dans une période décisive de son parcours. Dans ce deuxième épisode, nous revenons sur la période qui précède l'arrivée de Claude Monet à Giverny, lorsqu'il vit encore à Vétheuil. Écoutons pour commencer le récit d'une visite qu'un journaliste rend au peintre dans ce petit village d'Île-de-France. Monet est un homme auquel on peut donner tout d'abord 35 ans. Il habite Vétheuil, un bourg situé à 9 km de Mantes. Peu de Parisiens connaissent Vétheuil. C'est peut-être pour cela que c'est un des plus charmants endroits que j'ai vus. Moi aussi, j'ignorais Vétheuil avant cette dernière excursion où m'a conduit ce désir tout naturel de voir de près, d'entendre parler et, au besoin, de palper une de ces bêtes féroces de l'art que l'on appelle les impressionnistes. Savez-vous où j'ai rencontré Monet ? Sur ce qu'il appelle pompeusement son port. Monet, pour l'instant, était sous une lumière crue qui ne dissimulait absolument rien de la simplicité, plus que champêtre, de son costume. 2 enfants causaient avec lui, et 2 chiens s'empressèrent d'aboyer en me voyant. Je sautai avec grâce de ma barque sur le port Monet et me présentai à lui. « Or ça, lui dis-je non sans préambule, faites-moi donc l'amitié de me conduire à votre atelier. » À ce mot, les yeux de Monet roulèrent des éclairs. « Mon atelier ? Mais je n'ai jamais eu d'atelier, moi. Et je ne comprends pas qu'on s'enferme dans une chambre. Pour dessiner, oui. Pour peindre, non. » Et d'un geste large comme l'horizon, me montrant la scène toute criblée des ors du soleil couchant, les collines baignées d'ombre fraîche, et Vétheuil tout entier qui semblait dormir dans la quiétude du soleil aprilien, père des lilas blancs, des lilas roses, des primes verts et des boutons d'or. Voilà mon atelier à moi. Voilà comment Émile Taboureux, journaliste à La Vie moderne, décrit sa rencontre avec Claude Monet. À ce moment-là, nous sommes en avril 1880 à Vétheuil. Monet va sur ses 40 ans, il habite une petite maison à la sortie du village sur la route de la Roche-Guyon. L'auteur poursuit son récit en la décrivant. Une charmante maison, absolument moderne, où vous et moi, mon cher rédacteur en chef, nous demeurerions sans frémir, en bons bourgeois que nous sommes. J'entrai sans me signer dans le repère, tout simplement pour ne pas faire parade de mes superstitions. À vrai dire, je m'attendais à des choses farouches. Hélas, je tombais dans un intérieur des plus élémentaires, des plus primitifs. Un lit, une commode, un placard, une table à peine surchargée de livres, et pendue ou appendue au mur, dont la tapisserie absolument vulgaire m'a laissé très froid, des tableaux de Monet. À entendre cet extrait, on imagine que la situation financière de Monet était assez précaire. Et c'est vraiment le cas. En 1880, les carnets de compte de Monet enregistrent des recettes annuelles à hauteur de 13 938 francs, ce qui ferait à peu près 53 000 € aujourd'hui. Cette somme est certes en progression par rapport aux 2 années précédentes, mais c'est toujours peu, surtout quand on sait qu'il est à ce moment-là à la tête d'une famille nombreuse avec 8 enfants et que la famille conserve un train de vie bourgeois avec du personnel de maison. Et surtout d'une famille recomposée, un peu originale, ce qui n'est pas facile à l'époque dans un petit village comme Vétheuil. Effectivement, dans sa vie personnelle, Monet vit aussi une période compliquée. Son épouse Camille, qui est la mère de ses 2 fils, décède en septembre 1879. Mais pour autant, Jean, âgé alors de 12 ans, et Michel, 1 an et demi, ne se retrouvent pas seuls avec leur père, car Monet et ses garçons vivent avec la famille Hochdé. C'est ça qui choque le voisinage ? En fait, la famille Hochdé est une grande famille, avec 6 enfants. Les parents forment une sorte de couple mal assorti. Monsieur Ernest est souvent décrit comme quelqu'un d'extravagant. C'est un industriel qui essaye de faire fortune dans le textile et qui tente d'introduire le monde de l'art en achetant des tableaux et en écrivant quelques critiques.
De son côté, Madame Alice vient d'un milieu plus traditionnel, plus bourgeois. Le mariage est mal perçu par leurs deux familles. C'est Ernest Hochdé, pour rappel, qui avait acheté le tableau Impression soleil levant à Monet. Ils sont assez proches dans les années 1870. Et comme Hochdé fait faillite en 1877 et qu'il sait que Monet n'a pas beaucoup d'argent non plus, ils vont avoir l'idée de rassembler leurs deux familles dans une sorte de grande colocation, une solution pratique et économique pour tous. Leur séjour à Vétheuil, qui commence en septembre 1878, devait à la base être temporaire, mais il s'éternise. On a l'impression que personne ne cherche vraiment d'autres solutions. Et puis, Ernest Hochdé va plus ou moins quitter le navire. Il est quasi toujours absent, parti en voyage d'affaires. En fait, il essaye de sauver son activité. Donc, il laisse Alice seule, qui se désintéresse progressivement de son époux. Et rappelons quand même, élément important, que malgré l'éloignement avec son mari, eh bien, elle vit avec un autre homme, Monet donc, qui lui est quasiment veuf, puisque sa femme est très malade et qu'il pressent peut-être que sa fin est proche. Donc on ne sait pas exactement quand commence la relation entre Alice Hochdé et Claude Monet, mais je pense qu'on peut avancer sans se tromper qu'ils sont assez proches pendant la période de Vétheuil. Par exemple, Alice prend en charge l'éducation des enfants de Monet. En fait, les deux familles vivent ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même tribu, en quelque sorte. Un scandale comme celui-ci, c'est pas rien à l'époque. C'est ça qui les pousse à déménager à Giverny? Alors, toute la famille déménage, certes, mais pas tout à fait pour ces raisons. De plus, Monet n'arrive pas déjà à Giverny. Il y a une étape entre-temps. Le 1er octobre 1880, le bail de la maison de Vétheuil arrive à expiration. Les familles Monet et Hochdé doivent quitter les lieux. Bon, à ce moment-là, Ernest Hochdé est aux abonnés absents. Monet choisit seul de s'installer à Poissy, sur les conseils d'Émile Zola. Et il emmène avec lui toute la petite famille, Alice et ses enfants compris. Donc ce déménagement révèle le choix de cœur d'Alice, finalement, qui officialise sa relation avec Monet et rejette ouvertement son mari. Du point de vue de sa vie privée, on pourrait alors dire que tout est bien qui finit bien pour Monet. Il entame une nouvelle période en s'installant de nouveau sur les bords de Seine, comme il l'avait fait à Argenteuil ou à Vétheuil, où il avait peint de très nombreux tableaux. Son rôle de père évolue, il est à présent à la tête d'une famille nombreuse, un statut de patriarche qu'il prenait très à cœur. Tout semble annoncer de belles années à Poissy. Pourquoi y rester si peu de temps alors? Les choses ne vont pas si bien. D'une part, la ville ne lui plaît pas du tout. Pourtant, elle coche toutes les cases. La maison est plus vaste que celle de Vétheuil. Elle offre de jolis points de vue sur la Seine et sur les îles aux alentours. On est à 20 km de Paris, la vie est calme, mais avec un développement suffisant pour offrir aux enfants de quoi poursuivre leurs études. Malgré ça, sur tout son séjour à Poissy, Monet n'en peint que 4 vues. En fait, il a un petit peu la bougeotte. En 1882, il est sans cesse en voyage sur la côte normande, avec un premier séjour en février autour de Dieppe, Pourville, Varengeville. Il y retourne en famille, de la mi-juin au début octobre. Et en novembre, il visite les bords de Seine avec déjà l'idée de trouver une nouvelle maison. En janvier, il part de nouveau à la mer, cette fois du côté du Havre et d'Étretat. Au début du printemps, cette fois, on lui annonce qu'il est forcé de quitter son domicile, donc tout s'enchaîne très vite, sans que Monet ne s'établisse réellement à Poissy, en fait. Et c'est lors de cet énième déménagement, qu'en se mettant à la recherche de son futur lieu de vie, enfin, il découvre le village de Giverny. Il découvre le village de Giverny, dans lequel, cette fois, il s'installe pour de bon, puisqu'il ne déménagera plus jamais. Après Argenteuil, la période de Vétheuil et Poissy apparaît un peu comme une transition, finalement, avec ce nouvel élan de vie et de carrière à Giverny. C'est ça, Monet se trouve dans un entre-deux, entre 1878 et 1883. D'abord, sa situation personnelle repose sur une sorte d'équilibre instable avec son épouse malade et cette colocation un peu singulière avec une autre famille qui ne pouvait pas durer finalement. Côté carrière, ces années sont des années de lutte, Monet aussi entre des périodes d'exaltation, de désespoir. Le chemin vers le succès est difficile. C'est pour cela qu'il voyage beaucoup d'ailleurs, en quête de renouveau et d'inspiration. Il doute beaucoup, notamment sur la stratégie à adopter pour vendre et faire connaître ses toiles. Il prend quelques distances d'ailleurs avec le groupe des impressionnistes. Il revient sur son parcours dans l'article d'Émile Taboureux. Je commençais par déclarer à mon hôte improvisé que je n'avais de la peinture aucune connaissance spéciale ou technique.
Ce qui m'intéressait, parmi les 1000 propos inutiles que nous échangions, c'était de savoir comment Monet était devenu impressionniste. Je me hasardais à lui faire cette question. Je ne le suis pas devenu. Me répondit-il avec une superbe tranquillité. Depuis que je me connais, je l'ai toujours été. Mais enfin, vous fîtes partie d'une école. Oui, j'ai été élève de Gleyre pendant 3 mois, pour faire plaisir à ma famille. Allons, il y a encore du bon chez les impressionnistes. Et depuis, Depuis, j'ai connu Manet, Courbet et bien d'autres. n'est-ce pas que Courbet est un peintre merveilleux? Parbleu. Mais pour en venir à de plus sérieuses questions, quand vous avez opéré cette scission entre vous, les impressionnistes, et le jury qu'on vous imposait, vous aviez des raisons? Oui, pas mal. D'abord, le jury a bien voulu admettre quelques-unes de mes toiles autour desquelles il y a eu un grand tapage. Nous étions depuis quelque temps systématiquement refusés par le jury sus-désigné, mes amis et moi. Que faire? Ce n'est pas tout que de peindre. Il faut vendre. Il faut vivre. Les marchands ne voulaient pas de nous. Il nous fallait pourtant exposer. Mais où? Louer une salle? Mais en nous fouillant tous, c'est à peine si nous avions de quoi louer une loge au théâtre de Cluny. Nadar, le grand Nadar, qui est bon comme le bon pain, nous prêta le local. Et nous fîmes alors, nous que ce pauvre Duranty avait surnommé l'école de Batignolles, notre apparition dans le ciel artistique, astre indépendant. Pour mon compte, j'y obtins autant de succès que je pouvais en désirer, c'est-à-dire que je fus énergiquement conspué par tous les critiques de l'époque. J'interrompis. Vous faites bande à part maintenant. Je ne vois plus votre nom dans les manifestations impressionnistes. Pas du tout. Je suis toujours et je veux toujours être impressionniste. C'est moi-même qui ai trouvé le mot, ou qui du moins, par un tableau que j'avais exposé, ai fourni à un reporter quelconque du Figaro l'occasion de lancer ce brûlot. Il a eu du succès, comme vous voyez. Je suis impressionniste, dis-je. Mais je ne vois plus que très rarement mes confrères, hommes ou femmes. La petite église est devenue aujourd'hui une école banale qui ouvre ses portes aux premiers barbouilleurs venus. Et le public, qui a commencé à rire devant un tableau grotesque, pour peu que l'exposition ait le toupet de se dire impressionniste, ne finit de se tordre que lorsqu'il est sur la chaussée. Il se passe quelque chose pour Monet à cette époque-là. Il est en train de s'éloigner des impressionnistes et fait cavalier seul, mais il se revendique toujours fièrement impressionniste. Son positionnement est assez ambigu au final. Côté peinture, est-ce qu'il fait évoluer son style pendant ces années de transition? On sent qu'à Véteuil, il est en train de poser les bases de ce qu'il va développer ensuite à Giverny. Son art va s'ancrer dans la nature et se détacher de la figure humaine qu'il ne peindra qu'à de rares occasions d'ailleurs. Les portraits de début de carrière comme celui de Madame Gaudibert ou La femme à la robe verte, les compositions ambitieuses comme Le déjeuner sur l'herbe ou Femme au jardin, tout ça, ce n'est plus du tout d'actualité pour Monet à ce moment-là. Son entourage proche apparaît d'ailleurs de temps en temps. L'exemple le plus célèbre est d'ailleurs peint à Giverny. Ce sont ses essais de figures en plein air ou Les femmes à l'ombrelle, datés de 1886. Mais ces personnages ne sont plus vraiment des modèles, ce sont des figures, des formes en fait, qui viennent rythmer une composition colorée, lumineuse. En revanche, Monet reste constamment intéressé par l'eau sous toutes ses formes. Il en saisit tous les effets, toutes les variations. Et puisqu'il peint en plein air, d'autres motifs apparaissent naturellement. On sent que Monet tâtonne, teste, et de ce fait, il peint de plus en plus de groupes de tableaux, de groupes d'images. Et sa touche se fait aussi de plus en plus rapide, parfois plus légère, moins empâtée que lors de ses premières années. Elle est plus visible aussi, avec de grands gestes qu'on ne lui connaissait pas en début de carrière. Et donc, finalement, que trouve-t-il à Giverny? Pourquoi Giverny? Et qu'est-ce qui l'attire dans ce village? Alors Monet va là encore un peu tâtonner, il explore les environs, toujours les bords de Seine, à la recherche d'un lieu de vie qui cette fois sera un lieu dans lequel il pourra vraiment s'établir sur le long terme, sans être contraint de le quitter et sans être expulsé de son domicile surtout. Donc il faut aussi trouver un village dans lequel toute la famille se plaît, et notamment Monet, qui choisit son lieu de résidence comme un lieu à peindre et qui ne se plaisait pas du tout à Poissy. À ce moment-là, il veut s'éloigner de Paris. Il déclare vouloir s'y rendre 1 fois par mois. Alors 1 fois par mois, c'est peu, mais malgré tout, il faut pouvoir s'y rendre. Donc en plus de la proximité avec la Seine et du charme du village, un autre critère se rajoute, la proximité avec une gare permettant de gagner facilement la capitale. Et enfin, comme à Poissy, il faut pouvoir
offrir aux enfants une bonne éducation et donc s'installer dans un lieu où se trouvent des établissements scolaires avec une bonne réputation. Au mois d'avril, il mentionne plusieurs fois dans ses lettres qu'il se rend à Vernon, qu'il est sur la route de Vernon. C'est vrai que Vernon semble être l'endroit idéal, qui coche beaucoup de cases. On est proche de la Seine, c'est une ville de 8000 habitants, assez développée, qui dispose d'écoles, de commerces en tout genre, et surtout d'une gare qui relie Paris à la côte normande. C'est la ligne Paris-Rouen-Le Havre, en fait, que Monet connaît bien, puisqu'il l'emprunte régulièrement. Manque peut-être seulement un peu de charme et d'une affaire intéressante concernant le bail d'une location. Donc Monet va aussi explorer les environs de Vernon, à pied ou par le petit train qui va de Vernon à Gisors. Et en passant par Giverny, il est charmé par les arbres fruitiers, alors en fleurs au printemps. Par rapport à Vernon, Giverny est plus rural, c'est un véritable écrin de nature. Et il apprend qu'une maison est disponible, une des propriétés de Louis-Joseph Saint-Jean, cultivant givernois. Elle se situe dans le lieu-dit du Pressoir, plutôt à l'est du village, entouré au nord par la rue d'en haut et au sud par la rue d'en bas, les deux axes principaux du village. C'est aussi une grande maison avec un vaste terrain, le tout s'étend sur un peu plus de 9000 m². Donc la situation est idéale. Monet emménage le 29 avril 1883. L'exposition Avant les nymphéas, Monet découvre Giverny, 1883-1890, est présentée jusqu'au 5 juillet 2026 au Musée des Impressionnismes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci pour votre écoute. Pour en savoir plus sur l'installation de Monet à Giverny, retrouvez-nous dans le prochain épisode. Nous y parlerons de sa découverte du village, de ses premières impressions et de la manière dont il s'approprie peu à peu ce nouveau lieu, dans sa vie quotidienne comme dans sa peinture, à travers les premiers motifs qu'il observe et qu'il choisit de représenter.